dit de premier C. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui nous accueillons Nils de la chaîne Jeux en carton. Salut, j'espère que tu vas bien. Et du coup, si tu peux te présenter un petit peu. Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Nils, du coup. J'ai 35 ans. Et donc, je suis sur mon temps libre créateur de contenu pour la chaîne Jeux en carton, pour le jeu de société exclusivement. Et c'est le temps libre parce que c'est pas ma profession. Sinon, je suis automaticien dans le nucléaire. Donc, je suis automaticien en centrale nucléaire, à la centrale nucléaire de Chinon, chez EDF. Voilà. Et donc, j'ai sur mon temps libre la possibilité de jouer autant que je peux. En tout cas, j'essaye autant que je peux de jouer aux jeux de société. Et finalement, avec le temps, il y a pas mal de choses qui m'ont donné envie d'aller un peu plus loin sur le jeu de société, de commencer à créer du contenu. J'ai commencé sur Instagram. Tout d'abord, tu sais, dans la période 2020, période Covid, où tout le monde s'est dit qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts parce que je suis coincé à la maison. J'étais dans cette mouvance-là, et il y a plein de monde pas mal de personnes qui sont arrivées sur les réseaux pour créer, j'en faisais partie. Et après, j'ai migré plus sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait plus. J'ai l'impression de pouvoir plus m'exprimer que je voulais. Et donc après, c'est surtout maintenant YouTube à 90% que je fais avec Instagram à côté pour tout ce qui est création de contenu. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que, en tout cas, moi je te suis à peu près, je crois, depuis à peu près une année ou peut-être un peu plus. Ouais. C'est vrai que, on va dire, ton format et même tes mises en scène ou comment tu construis tes choses, c'est vrai que pour moi c'est plus adapté à YouTube que Instagram. Parce qu'Instagram c'est quand même une capsule très fermée qui est une image, tu mets l'image, tu mets du texte et j'ai l'impression que tu essaies de faire en tout cas peut-être je me trompe, tu me dis si je me trompe, une sorte de mise en scène quand même dans ce que tu racontes et de ce que tu dis, quoi. Ouais, clairement, parce que en fait, comme t'as tout à fait raison, hein, sur Instagram, t'es vachement bridé en fait par rapport à ça. Hein. Et puis de toute façon, tous ceux qui créent du contenu sur Instagram le savent. C'est-à-dire que tu te retrouves à pas avoir suffisamment de caractère, donc tu es en train de supprimer, de tronquer tout ce que tu fais, etc. Et en effet, t'es limité par le support. Si vraiment tu veux développer autre chose que de faire des photos, il faut savoir déjà très bien écrire, pour moi, à mon sens, même si c'est pas forcément ce qui marche le mieux sur Instagram, mais en tout cas, personnellement, en tant que consommateur, je préfère avoir quelque chose de vraiment bien écrit avec des jolies photos. Mais oui, en effet, moi, pour le coup, quand j'ai démarré sur YouTube, mon intérêt, c'était surtout au départ de faire de la vidéo règle. En gros, c'est tout bête, hein, mais c'est moi qui ai toujours eu les jeux vidéo, les jeux de société chez moi en grand nombre. Donc c'est souvent moi qui les apportais lors des soirées. Et finalement, c'est moi qui les expliquais. Et quand on te dit, t'expliques bien, etc., tu dis, bah oui, je vais en faire des vidéos, ça peut être cool, quoi. Sauf qu'en fait, c'est déjà pris, ce secteur-là. Oui, c'est vrai que les vidéos règles, c'est très... Moi, quand j'entends vidéo règle, j'entends ludo chrono direct, en vrai. Ouais, bah voilà, c'est ça. Mais t'as des gens qui sont comme ça, ludo chrono, pour les vidéos courtes. T'as des Yandrev qui sont là, que moi, je regardais depuis très longtemps, bien avant de commencer à avoir une collection. T'as des Chaps, Etrigan, toutes ces personnes-là qui sont très implantées. Et finalement, c'est pareil, c'est un format qui te limite dans le sens où tu expliques des règles, quoi. T'es pas là pour faire autre chose et t'es limité par ton support. Et c'est quelque chose qui m'a un peu frustré pendant un moment parce que finalement c'est pas ce que je cherchais à faire, mais donc j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin. Et surtout, pour le coup, moi je suis aussi amateur mais musicien. Je fais de la guitare depuis 20 ans. Et donc l'utilisation de la musique pour moi c'était quelque chose de super important, vraiment prépondérant. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire et je savais pas comment encore l'amener dans la vidéo. Et donc j'ai pas trouvé autrement de la meilleure manière de l'amener que de commencer à faire peut-être des petits scénarios, des petites mises en scène, des choses qui peuvent représenter la vie des joueurs en fait de tous les jours, des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on voit sur YouTube actuellement, où on vient un peu détacher le côté parfois formel de l'explication de règles, de l'explication des sorties, etc., pour avoir quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus humoristique. Et c'est comme ça que finalement ça s'est lancé, que j'ai pu m'exprimer de plus en plus, quoi, en tout cas. Ok, ouais, parce que en plus c'est vrai que en tout cas j'ai l'impression que sur tes vidéos tu t'essayes, en tout cas tu réfléchis à ta lumière, parce que moi je regarde pas mal de créateurs de contenu et il y en a plein qui sont très intéressants dans le contenu, mais je trouve que dans la DA il y en a peu qui essayent de faire un truc intéressant dans la DA, et c'est vrai que toi t'essayes que ça soit de la lumière, les mises en scène, en tout cas ça se voit que tu essayes de travailler ta DA.
Ouais, non, complètement. C'était l'un des points sur lesquels je voulais travailler parce que je me suis fait la même réflexion que toi. Il y a des personnes qui sont formidables, qui ont vraiment des connaissances et qui savent l'exprimer, mais qui par contre pêchent au niveau de la qualité du rendu. Et souvent, c'est ce qui est franchement dommage parce que tu peux te retrouver avec des personnes qui vont zapper simplement parce qu'ils trouvent pas ça très beau. Et du coup, tu viens, à mon sens, te fermer d'une partie d'un public que tu aurais pu initier finalement à ce milieu-là. Parce que ton image elle est pas très jolie, parce qu'on t'entend pas très bien, et c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement chiant avec moi-même, c'est qu'il faut que ça soit, ça m'est déjà arrivé de réenregistrer entièrement une vidéo, même si la vidéo dure 1 heure, parce que je trouvais que la qualité du son était pas bonne. Et c'est des choses que je m'impose parce que je ne supporte pas ça. En fait, c'est clairement quelque chose que je supporte pas. Et donc oui, en effet, je travaille beaucoup sur les lumières, et c'est pareil, tout ça c'est de l'autodidacte. Hein, donc j'ai cherché comment, tu vois, il y a pas si longtemps, j'ai cherché comment redisposer mes lumières parce que je trouvais qu'il y avait un problème vis-à-vis du rendu, et donc j'ai cherché sur des vidéos, des tutoriels, etc., et pour finalement trouver quelqu'un qui m'a bien expliqué comment ça se passait avec le matériel que j'avais, donc ça m'a pas coûté plus cher, et du coup c'est de cette manière-là que j'essaye de faire progresser, ou tout du moins le rendu visuel pour les vidéos. Après, maintenant, on a quand même la chance avec que ça soit avec Google ou ChatGPT ou tous les outils comme ça, de trouver beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes. Ah, complètement. C'est clair que de toute façon, pour le coup, moi, j'ai aucune formation en audiovisuel. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, et c'est purement de l'autodidacte. J'ai commencé, de toute façon, tu regardes les premières vidéos, je me souviens même avoir posté mes premières vidéos sur les groupes Facebook, et m'être fait un peu attraper parce que les reflets, parce que l'image, parce que ça tremble, etc. Des choses que tu vois pas, en fait, quand tu démarres, parce que t'as pas cet œil-là. Quand tu démarres, tu fais ton truc et t'essayes, tu vois. Et c'est vrai que au fur et à mesure finalement que tu reçois ces retours-là, enfin les bons retours, hein, pas les retours qui te disent c'est nul ce que tu fais, etc., mais vraiment les retours qui viennent imposer. Les retours négatifs mais construits, quoi. Et voilà, et je me souviens des premiers retours, du tout premier retour négatif que j'ai eu, c'est ça, il y a des reflets sur les cartes, on voit pas très bien. Pourquoi ? Parce que mes lumières étaient mal disposées. Un autre retour qui me disait que la musique était trop forte. Ça, c'est un truc qu'on a dit, la musique est trop forte. Alors moi, j'avais tendance à la mettre très forte, donc en effet, je l'ai réduite. Et au fur et à mesure, comme ça a progressé pour donner un rendu qui me satisfait mieux aujourd'hui, quoi. C'est vrai que moi, en tout cas, je monte depuis des années, et à chaque fois, je me dis, que ce soit toi ou d'autres qui sortent genre 2 vidéos semaine, mais si vous avez appris sur le tas, vous passez votre vie à monter, en fait. Au départ, c'était ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à optimiser grâce à des formations YouTube, etc. Et j'arrive à optimiser aujourd'hui quand je monte une vidéo ce que je fais le plus, c'est autour de 25 minutes. Monter une vidéo de 25 minutes, ça peut me prendre 3 heures. Voilà. Mais 3 heures quand je suis en forme, quoi. Parce que c'est pareil, j'ai des enfants aussi, donc il faut aussi que je m'occupe de mes enfants. Donc tout ça se fait majoritairement quand tout le monde est couché, quoi. Ouais, c'est normal. Voilà. Parce que je sais pas quel âge ont tes enfants, mais bon, moi, mon fils a 4 ans, et bon, il me laisse pas trop. Quand il est là, il est là, quoi. Moi, j'ai une fille de 9 ans et un fils de 4 ans et demi. Donc, quand ils sont là, on joue ensemble. Voilà. Ils sont très joueurs aussi. Ouais, je les ai forcément initiés, hein, c'est clair. J'ai commencé avec ma fille à jouer à des petits jeux, des petits memory, etc. Et au fur et à mesure, on a progressé. Et maintenant, elle peut faire du placement d'ouvrier. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et mon fils, c'est pareil, il démarre bien. Là, puis maintenant, aujourd'hui, on a tellement de propositions côté jeux enfants, c'est impressionnant. C'est impressionnant tout ce que tu peux sortir en termes de variété. Il n'y a rien qui est plus varié que les jeux pour enfants. Et moi, en tant que parent, je suis ravi parce que moi, je me souviens quand je faisais jouer mes parents à des jeux de société, c'était à l'époque, moi, c'était vraiment les jeux que tu trouvais. Nous les trouvais sur les brocantes. On n'avait jamais eu beaucoup de moyens, donc c'était sur les brocantes, les vides-greniers, qu'on essayait de trouver des jeux. Et voilà, mais c'était clairement ça qui m'intéressait, c'était d'aller essayer d'acheter des jeux, mais c'était pas forcément des bonnes choses. J'avais pas internet à cette époque-là. Ça n'existait pas. Tu prenais ce que tu voyais, quoi. Voilà, je me souviens d'avoir des jeux Tortue Ninja, des choses qui sont pas forcément très bien, mais et puis aussi quelques pépites, hein, comme la première édition de l'île infernale, ou le pont maléfique, on m'a appuyé sur la tête, le pont il se balançait comme ça, fallait essayer de traverser et tout, c'était des choses assez incroyables pour moi. Mais bon, c'est pas des choses qui motivaient mes parents à jouer, quoi. Donc mes parents ils jouaient juste par service, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, quand je joue avec mes enfants, je joue parce que ça m'amuse aussi, et c'est drôlement chouette de pouvoir aujourd'hui jouer avec nos enfants, avec des jeux qui sont, en plus de ça, très bons, vraiment excellents, même pour certains. Et pour ça, c'est une vraie richesse, en tout cas. C'est vrai, c'est sûr que moi, par exemple, aujourd'hui, quand je joue avec mon fils, on va dire, c'est pas
bon, après, c'est jamais une tannée vraiment de jouer avec ses enfants, mais je prends du plaisir presque autant que lui. Je sais que par exemple, lui, il adore Carac. On joue, il n'y a pas de souci, quoi. Genre, je prends du plaisir à jouer sans vraiment, sans problème, quoi. Ah bah clairement, puis Carac, il est très bon en plus de ça. Mais tu vois, je me souviens de ma mère jouant avec le plus petit de mes frères à la bataille, aux cartes, tu vois. Oui. Et c'est insupportable la bataille au bout d'un moment, parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, ça repart, ça peut durer revient. très très longtemps. Voilà, et je me souviens, ma mère essayait de tricher pour se forcer à perdre parce qu'elle n'en pouvait plus jouer. Tu vois. Et c'est des choses qui aujourd'hui ne peuvent plus arriver grâce à tous les jeux qui sortent pour les enfants. Ça n'arrive plus, ce genre de cas, et tant mieux, quoi. Ok, bon, cool. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu fais... on va dire, tu fais ça dans ton temps libre, et as-tu la volonté de travailler essentiellement dans le monde du jeu de société, ou non, pas du tout? J'y ai pensé, pour être honnête, j'y ai pensé, j'ai même envoyé quelques CV. C'est une porte qui est ouverte, très clairement, c'est une porte qui est ouverte. Après, je peux pas accepter n'importe quoi parce que j'ai nécessairement des besoins. Il faut que tu manges, Voilà, exactement. Donc, quand en réalité j'ai commencé à me proposer professionnellement parlant, j'avais pas nécessairement beaucoup de recul sur ce qui était proposé en termes de poste et en termes de possibilités, tout du moins par rapport à mes compétences dans ce milieu-là, et aussi en termes de salaire. Donc, j'attends de voir finalement sans être sur le qui-vive. Tu vois, je suis pas là à chercher la place et m'y insérer. J'attends de voir s'il y a une opportunité qui se présente un jour ou l'autre pour y réfléchir. Il n'y a pas une recherche très active. Par contre, j'en serais ravi de pouvoir travailler, pouvoir apporter ce que je peux apporter, tout du moins. J'en serais absolument ravi. D'accord. Et du coup, en tant qu'amoureux des jeux de société et créateur de contenu, je pense que tu as joué à énormément de jeux. Et as-tu la volonté de créer ton propre jeu, ou as-tu même déjà essayé? Alors, essayer quand j'étais gamin, ça c'est sûr, prendre un stylo, etc. Bon voilà. La volonté, oui, je l'ai. Très clairement, je l'ai, mais quand est-ce que je vais commencer à m'y mettre, je sais pas. Parce que mine de rien, c'est la création de contenu en elle-même, déjà, ça prend énormément de temps. Parce que il y a la partie, ok, on filme, on monte, très bien, mais il y a toute la partie où je dois organiser des soirées pour tester les jeux, les tester plusieurs fois, donc plusieurs soirées, et tout ça, déjà, ne serait-ce que ça, avec l'organisation, avec les enfants, avec ma femme, tout ça, c'est pas quelque chose qui est facile forcément à mettre en place. Donc il y a une régularité qui existe, hein. Toutes les semaines je peux jouer, donc j'ai cette chance là déjà, mais ça me laisse pas non plus énormément de temps pour le reste. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dans un coin de la tête, parce que j'ai quelques idées que j'aimerais voir se matérialiser, et puis aussi me confronter à quelqu'un qui me dit bah non, ça marchera pas, ça vaudrait mieux que tu le tournes comme ci, ou qui me dit bah non, en fait tu fais une fausse route, ce que tu es en train de faire ça fonctionnera jamais, voir un peu comment est-ce que ça peut prendre. Mais oui, c'est une idée que j'ai, en effet. Ok. Parce que toi, ce que je suis, toi, t'es plutôt gros jeu, donc ça serait, dans tes idées, ça serait plus dans le gros jeu, ou plus dans le un peu enfant, initié, ou non, pour l'instant, c'est que des petites brides que t'as dans ta tête. Pour l'instant, si je devais y réfléchir, ce serait plus un jeu plus léger quand même, parce que pour commencer petit, entre guillemets, parce que comment tu peux pas te lancer, j'ai pas la prétention de te dire demain je vais pouvoir te sortir un Eurogame, voilà, non, mais tu vois un truc, là je voyais du Sankoré qui sort bientôt, je suis incapable d'imaginer un truc pareil, c'est tellement génial, je suis incapable d'imaginer un truc comme ça. Donc non, ce serait surtout quelque chose de plus petit, et commencer peut-être plus gros, continuer plus gros si jamais ça prenait, mais voilà, non, commencer sur quelque chose de moins ambitieux, tout du moins, mais qui pourrait fonctionner, quoi. Ok, cool. Et du coup, toi, comment est-ce que tu travailles un peu avec tous les éditeurs du marché, ou tu as certains éditeurs avec qui tu travailles plus? J'ai cru voir que tu travailles quand même énormément avec Lucky Duck, mais as-tu d'autres éditeurs avec qui tu travailles énormément, et comment tu travailles avec eux? Même si je pense que tu l'as déjà dit un peu sur ta chaîne, mais... Ouais, mais c'est pas grave. Mais sur Lucky Duck, c'est particulier, parce qu'en effet, je travaille... c'est clairement avec eux que j'ai le plus travaillé, pour une raison qui est simple, c'est que sur Instagram, j'avais commencé à faire des unboxings sur lesquels... Alors au départ, c'était des unboxings, puis ça s'est un peu transformé en ok, je déballe du matériel, puis je rajoute des trailers, des choses, enfin voilà, des choses différentes, pour pouvoir, encore une fois, travailler sur de la musique. Je voulais absolument utiliser de la musique, et c'est le meilleur support que j'ai trouvé
parce que il y a pas ma tronche dessus, j'ai pas besoin de parler, il y a pas ça, c'est vraiment juste je déballe des jeux et je le fais sur une rythmique. Et c'est quelque chose que j'ai au départ découvert en utilisant des logiciels pour TikTok comme CapCut par exemple, qui permet de couper en rythme automatiquement. Seulement, je n'étais jamais satisfait parce qu'il y a des moments où ça coupait pas au bon endroit, etc. Donc j'ai commencé à le faire par moi-même. Et donc tout ça pour dire que lorsque j'ai commencé à sortir ces unboxings, bah, ça marche pas des masses. C'est pas un format, c'est pas le bon format en fait. Le format TikTok, c'est quelque chose qui doit te captiver immédiatement. Les gens en fait, ils partent au bout d'une seconde, Ouais, souvent une seconde ou deux. Ça c'est le nerf de ma guerre quand moi je fais de la pub et que le commercial me dit je veux ma marque dans la première seconde parce que les gens cliquent et scrollent rapidement quoi. Ouais, clairement, et c'est évident parce que pour le coup, moi, j'ai les statistiques forcément de mon côté, et quand tu vois sur une vidéo que la moyenne de rétention d'audience, elle est d'1 seconde 5, il y a un problème, tu vois. Mais en même temps, c'est mon format, et il est comme ça, et pour le coup, je l'ai pas changé parce que je voulais absolument garder ce truc-là. Donc, il fonctionne mieux sur Instagram que sur TikTok pour le coup, parce que c'est quelque chose qui c'est pas quelque chose qui va te teaser finalement, quelque chose qui va t'emmener comme tu peux avoir sur les formats instantanés comme ça, où dès le départ, t'as une phrase d'accroche et bim, ça t'emmène. Donc là, non, j'ai pas ça. J'ai un format qui est plus unboxing, voilà, musical, etc. Donc il y a ceux qui le suivent assidûment et ceux qui rejoignent en cours de route. Mais donc pour ça, pour te dire que j'ai commencé à faire ça et j'avais dans l'idée de me dire, je vais ralentir le rythme parce que finalement j'aime bien les faire, mais ça prend du temps et finalement ça fonctionne pas des masses. Et au moment où finalement j'allais un peu arrêter, c'est Guillaume chez Lucky Duck qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait que je fasse ces unboxings là sur tous ces jeux. Donc j'ai très cool, tu vois. Et puis moi j'étais pas très gros à ce moment-là sur YouTube et donc je dis ok, on y va quoi, on fait ça, ça me va bien. Et donc j'ai reçu toutes les sorties pendant 1 an et demi de Lucky Duck pour justement faire ces unboxings. Et en plus de ça, ça me permettait moi aussi d'alimenter ma chaîne YouTube parce que j'ai pu tester tous leurs jeux. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné avec Lucky Duck. C'était gagnant-gagnant quoi. Comment ? C'était gagnant-gagnant. Oui, complètement. Et après, concernant les autres éditeurs, c'est des choses. En France, c'est assez particulier tout de même parce que déjà, tu dois demander par toi-même. Tu quémandes, en fait. C'est quelque chose qui est contre ma nature. Depuis toujours, moi, je suis quelqu'un de très discret. Et de venir demander, c'est pas quelque chose que je fais. Je laisse passer les opportunités, en fait. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et aujourd'hui, c'est différent parce que ça m'a appris beaucoup à la création de contenu avec les relations aussi entre les personnes et les relations commerciales. C'est que tu es obligé d'aller demander. Tu es obligé de demander, tu es obligé de te vendre en fait. Même s'il n'y a pas de contrat en soi, parce que 99% de ce que je fais n'est pas rémunéré, même s'il n'y a pas de contrat, tu es quand même obligé de te vendre parce qu'il y a énormément de personnes. Oui, c'est sûr, sur le marché, il y a beaucoup de monde, quoi. Et ouais, il y a énormément de personnes, mais je pense que je ne me rends même pas compte encore moi-même, pour quand j'en discute avec des personnes chez Asmodée ou des personnes chez Yellow, qui disent mais on est submergé 1500 mails par jour, quoi. Et tu te rends pas compte en fait parce que tu n'as pas. Moi, par exemple, j'ai commencé à demander mes premières boîtes finalement par rapport à ce qui se fait assez tard. C'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir, je crois, 1500 abonnés pour commencer à les demander. Mais tu as des personnes qui, au bout de 100 ou 150 abonnés, commencent à demander des boîtes en disant moi, je suis créateur de contenu, voilà, je veux des boîtes pour les présenter. Et donc, forcément, ça fait un medley de beaucoup de choses, puisqu'il y a beaucoup de monde qui viennent s'insérer dans ce milieu-là, et avec plus ou moins de culot, et qui réussissent à obtenir plus ou moins de boîtes. Et donc, toi, forcément, quand tu arrives un petit peu sur le tard, eh bien, tu passes un petit peu à la trappe. Et donc, du coup, tu es obligé de te vendre, de vendre la chaîne, de vendre les résultats de la chaîne, de vendre pourquoi, du comment est-ce que tu fais ça, le projet que tu veux faire. Parfois, tu es mal reçu, très clairement. Et des fois où on te répond pas, ou parfois on te répond extrêmement froidement, alors que bon, tu étais très poli, c'est des choses qui arrivent. Quelque chose qui se passe moins à l'étranger, pour le coup, parce que maintenant, je travaille aussi avec des éditeurs étrangers qui sont beaucoup plus chaleureux, pour le coup, que certains éditeurs de chez nous. Mais donc, pour te dire sur les éditeurs, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Super Meeple, qui propose, l'année dernière, ils ont fait des sorties assez incroyables dans leur gamme. Je travaillais avec Yellow. Yellow, ça se fait de manière régulière aujourd'hui, j'en suis très content. Je travaille avec Pixie Games, je travaille avec Intrafin, et j'en oublie certainement, mais bon. Du coup, le panel, il s'est bien ouvert, ce qui me permet de proposer des choses plus régulièrement. Parce qu'évidemment, s'il y en a moins, je peux faire moins de vidéos. Je peux pas faire autant de vidéos, quoi. C'est évident. Oui, parce qu'après, t'es obligé d'acheter, si tu veux faire les reviews, t'es obligé d'acheter les jeux, et ça, du coup, plus on t'envoie de jeux, logiquement, et plus avec qui tu travailles, plus logiquement tu peux faire de contenu. Oui, complètement. J'achète toujours des jeux aujourd'hui, hein, évidemment, parce qu'il y a des choses qui ne sortent pas ou des choses que je ne reçois pas aussi. Hein. De toute façon, on est loin du schéma où tout le monde me dit oui. Et puis on est loin du schéma aussi où je demande à tout le monde, très clairement.
mais il y a des jeux que j'achète par moi-même. Mais oui, c'est évident, c'est que ça a un coût. Le jeu de société, ça a un coût. Et surtout, les jeux que je convoite, qui sont plutôt les plus gros jeux, ça coûte cher. Et aujourd'hui, j'aurais pas la possibilité, sans les éditeurs, de proposer des vidéos aussi régulièrement que je le fais actuellement, très clairement. Oui, après ça me paraît logique parce que pour faire des calculs, moi qui achète quand même déjà pas mal de jeux, rien que déjà que t'en achètes 2 assez solides, t'as facilement 150 € et encore quand tu vas pas dans les Kickstarter, t'as facilement pour 150, 200 €. Si tu dois mettre ça tous les mois et en plus t'es un créateur de contenu, donc tu vas pas présenter 2 jeux dans le mois, sinon bon, tu crées pas trop de contenu et comme on est dans une société de consommation assez McDo entre guillemets, si on t'oublie rapidement, on oublie rapidement ce que tu dis, on passe vite à autre chose. Donc si tu crées pas de contenu, ça s'annule assez rapidement, quoi. Ah bah clairement, la régularité, c'est le nerf de la guerre. Si t'es pas régulier, sauf si vraiment, tu vois, si on parle par exemple, je suis beaucoup depuis longtemps Joueur du Grenier, tu vois, qui lui fait maintenant une vidéo tous les 2 mois sur sa chaîne principale, mais parce que il est implanté et parce que tout le monde attend sa vidéo. Donc quand il la sort, ça fait un boom et que ça fonctionne. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Je veux dire, si dans 3 semaines, pendant 3 semaines, je fais pas de vidéo, peut-être qu'à la 4e semaine, j'aurais fait je ferais qu'un quart de l'audience que je fais habituellement, parce que les gens t'oublient rapidement. Et en plus de ça, par rapport à ce que tu disais sur le fait de recevoir des boîtes, oui, c'est clair que la nouveauté, c'est important pour être visible, parce que clairement, les gens vont chercher la nouveauté. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sortent que il faut réussir à se démarquer. En fait, c'est super important de réussir à se démarquer. Tu vois, comme je te disais au départ, je faisais des vidéos règles. Les vidéos règles, je me démarquais pas parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà là, qui le faisaient très bien et il n'y avait pas beaucoup plus. Et tu vois, par rapport au fait qu'au départ, je recevais pas toutes ces boîtes-là. Donc, c'était compliqué d'être régulier. Pour autant, j'essayais de le faire. Et c'est de cette manière-là que j'ai cherché à avoir des concepts différents. Ou plutôt que de parler des jeux que je recevais, je parlais des jeux que je revendais. Parce que pourquoi est-ce que je les revendais ? Tu parlais des Kickstarter, j'ai parlé de tout ce que j'ai pledgé en termes de Kickstarter, parce que j'ai pledgé énormément de choses et souvent n'importe quoi, pour aussi mettre en lumière le comportement que beaucoup ont eu, comme je l'ai eu, de surconsommation de Kickstarter, pour te retrouver avec des choses où tu t'es fait globalement avoir. Et très clairement, j'ai revendu 80% de tout ce que j'ai reçu en Kickstarter. Et donc, ça te force, mine de rien, aussi à aller chercher dans ta créativité pour proposer autre chose que des sorties. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire que sur les sorties, c'est impossible. Tu peux pas faire que ça. Tu veux faire 2 vidéos par semaine, tu peux pas faire que des sorties. Puis je trouve que c'est, entre guillemets, moi, les sorties, je regarde, mais que ça soit, en tout cas pour les plus grosses, on les voit partout. Que ça soit toi, X, Y, Z, on les voit partout, les sorties, alors que d'avoir d'autres formats, d'autres choses, on va dire, je trouve que c'est plus intéressant que des reviews. Parce que les reviews, entre guillemets, je viens de dire entre guillemets, c'est simple et c'est consommable aussi assez facilement. Et maintenant, en tant que consommateur ou en tant que passionné, les reviews, on les trouve assez facilement. Alors que les autres formats ou les autres choses qui te rajoutent une couche d'information, on les trouve un peu moins facilement. Oui, non, je suis d'accord. C'est clair que c'est aujourd'hui, en plus de ça, plus t'avances, plus il y a je sais pas si c'est du budget, en tout cas sur les copies presse, donc ce qu'on appelle les copies presse qui sont envoyées donc aux créateurs de contenu, t'en as de plus en plus. Ce qui fait qu'en effet, tu es noyé totalement et il y a eu quelques déboires comme ça. Hein. Tu vois, par exemple, je peux te donner un exemple. Là, à la fin d'année, on a Lucky Duck qui a essayé de sortir Dwellings of Eldervale sur Kickstarter, enfin sur Game on Tabletop, et on s'est retrouvé sans se concerter, tous les créateurs de contenu à avoir reçu la boîte à sortir la vidéo au même moment. Vraiment tous au même moment. C'était le lundi, pour te dire, je sais plus quelle date, mais le lundi, où on se retrouve avec Alex des gens en cravate, Pénélope, il y a Martin donc d'un monde de jeu, Maxildan, moi-même, et on s'est tous fait un petit peu houspillé dans le sens où on est venu nous dire ah oui mais ça fait vraiment comment dire
Ouais, ça fait vraiment pub. Et c'est pas faux, hein, parce qu'en même temps, c'est ça. Tu reçois une boîte, c'est pour en parler. Alors, t'en parles comme tu veux. Après, si t'en parles en bien, t'en parles en mal, c'est ton problème. Mais les éditeurs sont pas fous. Ils t'envoient les boîtes parce qu'ils savent que tu vas en ils parler. veulent la bonne fenêtre de leur sortie, sinon ça n'a pas de sens pour eux aussi, quoi. Voilà, moi, quand je reçois Dwellings of Eldervale, on me pose la question, est-ce que tu penses que c'est ton genre de jeu? Est-ce que ça t'intéresserait, etc. Moi, il s'avère que c'était un jeu que je cherchais depuis quelques temps. Donc, c'est bien tombé. Mais forcément, et puis les éditeurs, ils sont là aussi pour faire leur beurre, hein. Ils sont là pour vendre des boîtes. C'est un aussi, business, quoi. Et bon, c'est pour te donner, tu vois, un symptôme d'une chose qui peut arriver et qui peut être perçue forcément comme de la publicité. J'en veux pas aux gens de le percevoir comme ça, bien évidemment, parce que c'en est aussi, hein, faut pas se mentir. Mais forcément, ce conglomérat là de création de contenu peut en effet donner cette impression un peu de. Là, on a eu The Gang, par exemple, à la fin de l'année. Chez Yellow, il était partout, The Gang. Tout le monde en a dit beaucoup de bien. Et il y en a pas mal que ça a gonflé parce qu'ils en avaient marre de le voir partout. Bah, c'est comme ça que ça marche maintenant. De toute façon, peu importe quel produit sort, si on est dans la pub aussi, je pense que c'est bien. Oui, bah après, moi je pars du principe, pour remettre ça à la pub, un produit, souvent quand t'es surtout l'éditeur ou le vendeur, le produit, il y a différentes façons de faire. Soit tu veux qu'on en parle, que ça soit bien, mal, on en parle. Soit t'essaies de cibler. Donc à mon avis, ils ont quand même ciblé. Normalement, comme je vois The Gang, ils savaient qu'ils avaient un bon jeu. Ils ont essayé de cibler pour essayer d'en parler le plus possible. Et surtout à la sortie, vu qu'il sortait un peu avant les fêtes, c'est le cadeau idéal de Noël. Et du coup, ça sentait on va dire une opération de com quand même assez travaillée. Et ils ont essayé d'envoyer le maximum pour en parler le maximum. Et ils ont réussi leur coup. Après, au-delà de ça, le jeu moi je le trouve très bon. Mais pour moi, c'est une opération de com chiadée et réussie pour moi, et je vois pas le problème que tout le monde en parle, parce que ça reste de la com, de la pub, c'est un milieu, tu sais, le milieu du jeu de société, pour moi j'ai appris, et tu vois, je joue énormément et je consomme du contenu jeu vidéo. Et c'est un milieu qui est très conservateur encore aujourd'hui, le milieu du jeu de société, de par son audience. C'est-à-dire que moi on m'a reproché souvent de... comment on pourrait dire, jeu vidéotiser le contenu jeu de société, de le rendre, de le tendre vers quelque chose qui se fait plus dans le jeu vidéo. Mais moi, ça me dérange pas. Et tu vois, il y a un truc, il y a des choses qui sont très tabous encore aujourd'hui dans le jeu de société, je trouve. Par exemple, la sponsorisation des vidéos. C'est-à-dire que tu regardes du Twitch jeux vidéo, tu regardes du YouTube, etc. Les gens sont très heureux de venir dire j'ai le droit, j'ai un partenariat avec telle personne, j'ai un partenariat avec telle entreprise. Ils sont super fiers et les gens ils sont félicités. Et ben dans le jeu de société, c'est pas ça du tout. Dans le jeu de société, c'est très mal vu aujourd'hui encore de venir dire. Alors, moi, je m'en fous un peu parce que si j'ai envie de le dire, je le dis. Mais c'est pas quelque chose qui est bien vu parce que à partir du moment où on va te dire ok, tu as été sponsorisé pour faire telle chose, bah du coup tu es un vendu quoi. Bah pour moi, c'est que le marché n'est pas encore mûr, plutôt. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, et le marché n'est pas encore mieux. Il est en train, il est depuis peu de temps que je suis là, il se transforme énormément, le marché du jeu de société, mine de rien, notamment dans sa communication, tu l'as dit, avec des exemples comme The Gang, mais c'est encore quelque chose qui est en phase d'évolution, et qui n'est pas forcément perçu très bien, en tout cas, par une partie des consommateurs, et bon, ça va être amené à continuer comme ça, parce qu'il n'y a aucune raison pour que de toute façon on ne prenne pas cette branche dans laquelle on va être plus commercial, plus que quelque chose de plus conservateur, mais voilà. Ok, d'accord. Et dernière question, on va dire, pour cette première partie, un peu comme Yoel que j'ai interrogé avant, il me disait que lui des fois il refusait de faire des reviews sur tel jeu ou sur tel éditeur parce qu'il est humain et il a beaucoup d'amis maintenant dans le jeu de société, et du coup cela va de soi, il a des biais, parce que c'est impossible d'avoir zéro biais quand tu représentes, on va dire, quand tu un jeu d'un ami à toi, quelque part, même si le jeu est bon, vu que tu as envie de l'aimer, il sera un peu meilleur. Si le jeu est mauvais, vu que c'est ton ami, t'as pas envie de le détester, tu vas dire qu'il est mauvais, mais tu vas moins le détruire. Donc, essaie de jauger ce curseur de biais. Est-ce que toi, tu aussi t'essayes, on va dire,
parce que t'as des biais, c'est obligatoire, même que ça soit humain ou autre. Comment tu mets ça en place? Alors, je t'aurais dit, et d'ailleurs, il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais fait une vidéo où j'expliquais, entre autres, que pour le coup, moi, je m'en foutais, quoi. En gros, peu importe si c'est quelqu'un que je connais, peu importe si c'est un copie presse, etc., ça change rien. Bah, je entre guillemets regrette un peu avoir dit ça, sans forcément le regretter vraiment, mais ça va avec l'évolution finalement de la chaîne. C'est qu'aujourd'hui c'est un peu différent, enfin c'est même différent, clairement pour certains sur certains facteurs, notamment. Ça m'est déjà arrivé de refuser de présenter des jeux, mais c'est surtout des prototypes que j'ai refusé de présenter, notamment que des financements participatifs. Parce que ça m'est arrivé, par exemple, fin de l'année dernière, de recevoir un mail d'un éditeur avec qui j'avais acheté un de leurs jeux et j'avais fait une vidéo. Et finalement, ils avaient bien aimé, etc. Ils me disent, bah voilà, on a un nouveau jeu qui sort, on avait bien aimé ce que tu fais, ce que tu faisais, est-ce que tu veux bien nous en parler? C'est pour Kickstarter, etc. Je reçois le jeu et je le déteste. C'est-à-dire que c'est pas que je l'aime pas, c'est que je ne peux pas, je trouve ça nul, vraiment. Mais bon, bref. Et je me retrouve avec ce truc-là et je me dis, mais non, je peux pas en parler. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Et vraiment, c'est un cas de conscience. C'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est la première fois que ça m'est arrivé où je me suis dit, mais je peux pas en parler. Alors, si j'en parle, il va falloir que je dise que j'ai détesté. Donc, ce qui me pose un cas de conscience vis-à-vis de l'éditeur, qui, voilà, bon, en plus, ça a été super sympa, etc. Et en plus du fait que c'est un prototype, donc c'est-à-dire qu'il y a encore du travail en cours, voilà. Et en même temps, je me vois pas du tout faire une vidéo pour dire, bah, tout va bien, quoi. Pour dire, bah, c'est pas possible. Donc, le jeu, il est reparti, en fait. J'ai envoyé un mail, je me suis excusé, j'ai dit, c'est pas possible, j'aime pas le jeu, je peux pas le présenter, et voilà. Qu'il le récupérait, pas de souci. Je l'ai même renvoyé à un autre créateur de contenu. Pour le coup, on m'a demandé est-ce que ça te dérange. Je l'ai envoyé. Je dis je le fais à mes frais parce que bon, voilà, c'était pour m'excuser quoi, grosso merdo. Et ce cas de figure-là, ça m'est arrivé quelques fois l'année passée. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois exclusivement sur des présentations Kickstarter. Maintenant, pour ce qui est des sorties régulières, ça va dépendre parce que la plupart de ce que je reçois, c'est vraiment des choses que j'ai demandées. C'est vraiment des choses parce que je les ai vues, parce qu'elles m'ont plu, parce que je les ai testées en festival, parce que j'ai eu l'occasion de le tester sur Tabletop Simulator, donc sur PC. Et donc, je pars déjà avec un a priori qui est très positif. Donc, de ce point de vue-là, je reçois le jeu. Il y a peu de chances que je sois déçu parce que je sais déjà ce que c'est, grosso merdo. Là où ça va changer, c'est quand je reçois des jeux que je n'ai pas demandé. Ça arrive, on reçoit parfois des colis où on a ce qu'on a demandé et on a des choses qu'on n'a pas demandé. Et là, de ce point de vue-là, moi, je teste que je suis curieux et c'est souvent là où finalement je me retrouve avec des jeux qui me plaisent moins et où forcément ça va. Là, j'ai pas de filtre par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'aime pas, je vais te dire. Maintenant, si vraiment je demande un jeu et qu'il ne me plaît pas, c'est clair que sur le moment, je vais y réfléchir. Parce que ça va me poser un cas de conscience. J'ai pas d'amis dans le milieu du tout. En fait, je participe peu au festival et j'ai surtout des connaissances, des personnes avec qui j'échange par mail, notamment vis-à-vis des éditeurs. Forcément, ça crée un lien, hein, c'est clair. Ça crée un lien parce qu'on échange régulièrement sur tel ou tel jeu, etc. Mais je n'ai pas vraiment d'amis proches par rapport à ça. Et ça m'est arrivé donc d'en frustrer quelques-uns sur des sorties. Il y a des personnes avec qui j'échange régulièrement où j'ai sorti une review négative d'un jeu que j'ai pas du tout aimé et j'ai senti un froid. Enfin, j'ai senti vraiment à un moment donné où ça m'a posé quelque chose. Mais pour autant, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire si vraiment ça me bride finalement dans ce que je crée. Je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Je pense que parfois, en effet, j'ai peut-être reformulé certaines choses de manière à être moins virulent. C'est possible. Mais souvent, quand il y a un jeu qui ne m'a pas plu, vraiment pas plu, et qu'il faut que j'en parle, j'attends quelques jours, voire quelques semaines, pour voir est-ce que vraiment je n'ai juste pas aimé. Tu lui donnes des fois une seconde chance ou une troisième chance, ouais. Tu le réessayes pour être sûr. Ouais, quoi. Clairement. Ça, par contre, ouais, ça arrive clairement. Une seconde chance, et des fois, ça marche pas. Hein. Ça, clairement, tu vois. Après, moi, je trouve que ça fait partie du jeu, entre guillemets, quand t'es éditeur. Après, c'est vrai que pour les Kickstarter ou les protos, c'est encore une autre façon de penser. Mais pour moi, quand t'envoies un jeu, ça fait partie du jeu. Tu peux avoir du positif comme du négatif. Je trouve que ça fait partie de l'exercice. Ouais, exactement. Sinon, tu fais une pub et t'envoies pas un créateur de contenu. Quand tu fais une pub, t'auras que du positif. Si t'envoies un créateur de contenu, tu prends le risque
d'avoir du positif ou du négatif. Après, si t'as fait bien ton travail, entre guillemets, où t'as bien épuré, t'as bien choisi tes profils pour envoyer tes jeux, normalement, on va dire, si t'envoies, je sais pas combien ils envoient de son copy press, on va dire 50 copy press, normalement, t'as 40 positifs et 10 négatifs sur tes choix que t'as fait, normalement. Ouais, très clairement, mais c'est évident. Moi, aujourd'hui, sur l'année passée notamment, j'ai une grande majorité de jeux que j'ai appréciés, une très grande majorité de jeux que j'ai appréciés. Parce qu'encore une fois, soit je les ai demandés, soit vraiment on m'a dit est-ce que ça t'intéresserait, etc. J'ai checké et ça m'avait l'air cool, donc je suis ok, c'est bon, c'est parti. Donc rares sont ceux finalement les jeux qui m'ont vraiment rebuté. Donc oui. Il y a déjà un premier travail qui est fait vis-à-vis de l'éditeur. Après, attention, il y a des éditeurs à qui je me suis fâché et avec qui je travaille plus. C'est arrivé et il y a des personnes, il y a des éditeurs qui ne comprennent pas ça. Il y a des éditeurs qui ne comprennent pas l'intérêt de la communication aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Vraiment, pour eux, la communication, les créateurs de contenu, c'est secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de faire des pages de pub sur les réseaux. Mais de par eux-mêmes, tu sais, des sponsors, tu peux faire des pubs sur... je trouve qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, quand t'es une marque, c'est du pain béni, c'est gratuit presque, ça coûte que dalle. Ça te coûte une boîte de jeux, le gars, il va en parler, on va dire, à la limite, même s'il en parle pas 100% positif, il va en parler. Si la personne, c'est un gars suivi, les gens des fois ils vont regarder, ça te fait une pub gratos. Je trouve que c'est une aubaine quand t'es une marque, c'est une aubaine ce nouveau contenu en tout cas. Surtout dans un secteur qui est en progression comme le jeu de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'infinie majorité des créateurs de contenu ne sont pas payés. C'est-à-dire que tu reçois une boîte et t'en parles. Et aujourd'hui ne pas en profiter, je trouve ça fou. Parce que quand tu vois justement parler de ce qui se fait dans le jeu vidéo, c'est pas du tout la même salade. Hein. Jeu vidéo, si tu veux commencer à avoir de la portée, tu allonges les milliers d'euros. Et ici, c'est pas du tout le cas dans le jeu de société, c'est très loin de ça. Donc clairement, c'est quelque chose qui m'a surpris. Ce que tu dis, ça monte un peu parfois le côté amateur de certains éditeurs dans le jeu de société qui ne comprennent pas comment les réseaux fonctionnent, comment est-ce que fonctionne la création de contenu, et que c'est pas juste pour faire plaisir finalement à un bonhomme à une liste de jeux en carton pour qu'il puisse jouer sur sa table, quoi. C'est pas ça. Tu vas au-delà de ça. D'autant plus que il y a certains créateurs dont je pense faire partie qui cherchent à développer, cherchent à aller plus loin, à développer une audience, à fidéliser une audience, et du coup c'est le moment d'en profiter. Alors forcément, je prêche pour ma paroisse, hein, évidemment, mais c'est le moment d'en profiter. Mais tu vois, tu parlais de Yoel. Yoel, clairement, c'est quelqu'un avec qui il faut bosser. Parce qu'il a une portée, parce que c'est un personnage, les gens le connaissent, Yoel, tu vois, de chez First Player. Oui, c'est sûr. Comme Simon Dupastan. Tu vois, Simon Dupastan, tu le connais. Parce que tout le monde le voit, parce que maintenant, il a une chaîne qui cartonne, même si lui, pour le coup, il est en plus de ça à boutique. Mais voilà, c'est comme tu le dis, c'est une aubaine. C'est pour le coup assez dommage de passer à côté. Après, j'imagine qu'il y a aussi des budgets qui sont serrés, parce qu'on s'imagine beaucoup de choses aussi sur les éditeurs de jeux de société. Ah non, pour moi, j'imagine. En tout cas, je pense que les éditeurs ne gagnent pas des millions d'euros. Non. Je suis persuadé. Non, c'est certain. C'est pas un milieu qui gagne énormément. Donc forcément, il y a un budget qui est plus restreint par rapport à d'autres domaines. Mais c'est clair que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable. C'est incontournable. Tu peux pas passer à côté. Tu peux pas passer à côté et te faire une image de marque. C'est impossible. Pour moi, je suis assez d'accord avec ça. Ok, cool. Et du coup, as-tu d'autres passions autres que le jeu de société? Je sais qu'il y a la musique. Je crois qu'il y a le catch aussi, j'avais entendu quelque part. Il y a la musique, il y a le catch. Pendant un temps, il y avait l'impression 3D, la peinture sur figurine. Il y a eu... c'est ça. Ah oui, t'aimes pas ton compte en banque alors. Le problème, c'est que le truc, c'est qu'il y a une passion qui remplace une autre, tu vois. Au départ. Ah d'accord, tu les as pas tous en même temps, parce que là, c'est des passions qui, jeux de société, figurines, peinture, c'est des passions qui peuvent être onéreuses, mais vraiment, quoi. Très clairement, très très clairement. Mais ça a commencé par le basket quand j'étais plus jeune. En parallèle, le catch, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis le catch, alors au départ américain, puis maintenant japonais, mexicain, voilà. C'est un truc de gosse, voilà. Le jeu vidéo, évidemment, ça m'a suivi depuis mon adolescence. Même plus jeune que ça. J'ai commencé sur la première Game Boy et sur Mega Drive.
Et donc le jeu de société, bien évidemment, la peinture sur figurines, ça va avec le jeu de société finalement, parce que c'est quand certains jeux, j'ai reçu les jeux avec les figurines, ce qui me plaisait le plus quand j'ai démarré. Je trouvais ça triste de les voir toutes grises, donc je suis mis à la peinture sur figurines, pareil, en autodidacte. Donc là, j'en ai un peu partout. Et la guitare depuis 20 bonnes années. Mais t'es obligé de faire des choix parce que tout ça vaut de l'argent. La guitare, c'est cher. Enfin, la musique, oui, une guitare, si tu veux en racheter une guitare, ça coûte cher. Les jeux de société, ça coûte cher. La peinture sur figurine aussi. Le catch, ça va. Ça, c'est moins cher. Mais oui, du coup, j'ai tout ça. Et le football aussi. Ok. Le football. Le football. Un peu moins maintenant parce que pour le coup, pour pouvoir le suivre, ça coûte un bras. Et c'est fatigant. Donc je le suis moins, mais ouais, le football, ça a suivi une bonne partie de ma vie. Je vais poser une question importante, mais j'espère que tu vas pas avoir la mauvaise réponse. Vas-y. T'es supporter d'une équipe en particulier? Ouais, et pour une raison, ça a commencé par là, c'est que mon grand-père y a joué, pour te dire. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Depuis merde, Paris Saint-Germain. C'était la réponse que je ne voulais pas. Mais ouais, depuis très longtemps, et j'ai eu plusieurs maillots. J'ai même les maillots encadrés parce que pour l'anecdote, j'ai donné le coup d'envoi d'un Marseille-Rennes en 2019 au Vélodrome. Parce que c'était les 120 ans de la mort de mon grand-père, qui est le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Ah oui, d'accord, donc t'as vraiment une histoire assez forte quand même avec ce club, quoi. Ah ouais, t'as une esplanade, Gunnar Andersson, c'est mon grand-père, au pays du Vélodrome. Et donc, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. C'est quand même très cool. Ouais, vraiment cool, ouais, pour le coup. C'est pas un truc que ça. Même si t'es supporter du Paris Saint-Germain. Je suis supporter du Paris Saint-Germain parce que je suis né à Paris. Ouais. Mais c'est vrai que cette histoire, je la trouve. J'aime le foot avant Paris, ouais. Et j'aurais kiffé, quoi. C'est vrai que t'arrives sur ça, c'est vrai que tu vois le tifo du virage sud à l'image de ton grand-père, ça te fait un truc, tu vois. Et puis donner le coup d'envoi au milieu du Vélodrome, c'est chouette. Voilà. Ok, bon bah cool. Donc on va passer à la deuxième partie. Oui, c'est son premier lancé. Donc la deuxième partie, on va parler plus jeux de société. Hein. Bon, même si on a parlé quand même beaucoup de jeux de société. Du coup, toi, quel a été ton premier lancé, le premier jeu qui t'a fait un peu revenir ou qui t'a même fait venir dans le jeu de société moderne? Dans le jeu de société moderne, parce que j'ai beaucoup joué étant plus jeune et j'avais un peu abandonné faute de joueurs en fait, parce que mes frères n'étaient pas tant joueurs que ça. Donc j'ai basculé sur le jeu vidéo à l'adolescence. Et finalement, ça fait maintenant 10 ans, je dirais que je suis revenu dedans. C'est à peu près une dizaine d'années. Je suis revenu avec des jeux vraiment que j'ai achetés totalement random et avec des très mauvais jeux en plus de ça. Donc du coup, ça aurait pu avoir l'effet inverse de me dire non, en fait, c'est pas pour moi. Il y a un jeu qui me revient, c'est un jeu qui s'appelait The First Impact, qui était un jeu, un espèce de clone de Zombicide, mais pas tout à fait. Mais le jeu avec des règles très mal écrites. Enfin, vraiment, c'est quand tu reviens 10 ans après, te taper un livret de 50 pages de règles. Voilà, faut voir le manger. Si c'est mal écrit, en plus, c'est problématique. Donc j'ai un peu mis de côté après ça. Et je suis revenu réellement dedans vers 2016, je dirais, avec Talisman, la 4e édition de Talisman, que j'avais trouvé en version originale. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu acheter ça? J'en sais rien du tout, parce que je l'avais trouvé sur le Bon Coin et je sais pas, ça me tentait. Et réellement, on a joué à ça beaucoup de fois avec ma femme. À deux, à essayer d'atteindre la couronne du commandement là qui est au centre du plateau. Et ça a été vraiment la redécouverte du jeu. Alors, il était pas très moderne, hein, il était déjà sorti depuis un moment, mais le jeu différent tout du moins de ce qu'on connaît dans les supermarchés. Et après, à partir de là, j'ai commencé à avoir la frénésie des achats, comme beaucoup ont au début de leur passion, c'est de vouloir découvrir beaucoup de choses, et ça m'est arrivé aussi. Donc j'ai basculé sur du Horror Arkham JCE, le jeu de cartes. J'ai joué après, ce que je suis basculé aussi dans le Kickstarter ensuite. Donc là, ça a commencé à faire mal. Donc avec des gros Kickstarter comme les Solomon Kane de Mythic Games. Et vraiment, le jeu qui m'a fait dire que ça avait vraiment beaucoup changé, c'était le Descent, la 2e édition de Descent, qui est un jeu donc un dungeon crawler, donc en campagne.
où vraiment j'ai découvert que le jeu de société pouvait se jouer en campagne, ce qui n'était pas quelque chose que je connaissais du tout. Donc c'était une vraie découverte pour ma part, avec des figurines, avec des scénarios, des choses qui étaient très intéressantes. Et voilà, donc les premiers vraiment qui m'ont relancé là-dedans, c'était vraiment Talisman et Descent qui m'ont remis le pied à l'étrier, on va dire. Ok. Et du coup, dans ta ludothèque, même si c'est pas forcément le meilleur jeu, y a-t-il un jeu en particulier qui a une importance pour toi et que du coup tu te débarrasseras jamais, qui va rester dans ta ludothèque, même s'il est mauvais ou même s'il est bon, mais qui a une importance comme ça? Ouais. Le Talisman, clairement, déjà celui-là je vais le garder parce que c'est le jeu qui m'a mis le pied dedans, et clairement c'est pas un jeu qui est apprécié par beaucoup de monde, hein, parce que tout le monde dit que c'est un jeu de l'eau amélioré, mais forcément il y a mieux aujourd'hui, mais c'est un jeu que je conserverai parce que je vais y jouer avec mes enfants, parce que voilà, c'est facile à sortir en plus de ça. Après, dans ces jeux dont je me débarrasserai jamais, j'ai un Teotihuacan en version originale, qui est un cadeau qu'on m'avait fait, qui est l'un des premiers euros que j'ai eu, je pense, l'un des premiers Eurogames que j'ai eu, qui m'a fait découvrir cette mécanique que j'adore. Et ouais. Ok. Et y a-t-il des jeux qui ont marqué des étapes de ta vie, ou même de ta vie ou de ta vie de joueur, ou pas plus que ça? Il y en a eu, parce que finalement, ça va dépendre. Moi, ma ludothèque, elle a évolué en fonction des personnes avec qui je pouvais jouer. Et par exemple, le jeu de dungeon crawling avec des figurines, etc., c'est pas quelque chose qui est plus facile à sortir autour de moi. Donc c'est des choses qui sortent un peu moins aujourd'hui, au profit de jeux comme des gros Eurogames, etc. Donc dans des jeux qui m'ont vraiment marqué, il y a des trucs comme Trickerion, par exemple. Trickerion, qui est un jeu absolument magnifique sur une thématique qui est formidablement exploitée, un jeu de Mind Clash, que j'ai eu la chance d'avoir en version collector par une personne qui s'était embêtée à tout traduire parce qu'il avait la version originale pour avoir des cartes de qualité en version française. Donc j'ai ce jeu-là, notamment, c'est un jeu que je conserverai toujours parce que à la première partie, c'est une grosse claque dans la figure, tant ça t'emmène, ça te fait voyager. C'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est d'avoir une thématique qui soit bien exploitée. J'aime beaucoup les mécaniques, évidemment. Mais t'aimes bien quand la mécanique va avec la thématique. Ouais, c'est pas facile à faire, surtout sur les euros, c'est très rare de là, voir. J'ai joué il y a pas longtemps, par exemple, à Barrage. Je trouve que c'est quand même assez bien fait, la thématique et la mécanique, c'est assez... ça fonctionne assez bien. Et c'est quelque chose qui est, à mon sens, assez important. Pour autant, ça ne sera pas rédhibitoire. Tu vois, là, je joue à Sankoré en ce moment, qui est magnifique, mais bon, la thématique, elle passe un peu au second plan, et pour autant, le jeu, il est exceptionnel. Il y a certains jeux comme ça que ça va passer, puis il y a certains jeux où vraiment tu passes totalement à côté de la thématique, et c'est un peu dommage. Et c'est quelque chose auquel je suis très sensible, parce que pour moi, tu vas jouer pendant 2 heures, 3 heures, et c'est quelque chose qui doit te faire voyager, qui doit t'emmener dans son univers. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Et donc Trickerion, en tout cas, le réussit formidablement, comme Anachronie d'ailleurs, du même éditeur. Ce sont 2 jeux qui, pour le coup, j'ai depuis très longtemps, qui m'ont bien marqué, que je vais conserver, voilà, un bon moment. Après, dans d'autres jeux plus légers, il y a Time Bomb, par exemple. Time Bomb, c'est un jeu sur lequel je me souviens avoir fait des parties encore et encore et encore en famille, à se mentir, à se bluffer, etc., et à vraiment bien se marrer. Donc ça, c'est des jeux pareils que je conserverai toujours. Et après, est-ce que j'en ai d'autres? J'essaie de me débarrasser de tout ce qui est vraiment très gros, notamment en termes de place, parce que j'en ai plus beaucoup. Et après, en termes d'expérience de jeu, tu vois, si je regarde un petit peu, je suis pas certain d'en avoir vraiment plus qui vont me faire dire que je vais devoir les conserver absolument. Si ce n'est peut-être récemment Return to Dark Tower, que j'ai trouvé assez exceptionnel, qui pour le coup à résonner avec ce à quoi je jouais quand j'étais gamin, ce côté électronique qui je trouve assez cool, même si parfois un peu kitsch, mais vraiment très cool, et ça c'est quelque chose qui, ce sont des boîtes que je vais conserver. Après, pour parler de ce jeu, j'ai l'impression que le côté un peu kitsch est voulu... ils ont voulu essayer de garder l'esprit un peu kitsch qu'il y avait à l'ancienne quand ils l'ont... Ouais, totalement, mais clairement. Ressorti, c'est un peu de toute façon, c'est c'est le cheval de bataille de Restoration Games, qui est l'éditeur d'origine, qui prend des anciens jeux pour en faire des nouveaux. Et clairement, là-dessus, ils ont parfaitement réussi, parce que oui, en effet, t'as ce côté kitsch de la tour des années 80, quoi. Elle fait les mêmes bruits d'ailleurs. Et je trouve ça assez fabuleux quand vraiment
t'as la sensation de retourner en arrière, mais pour autant, ils ont réussi à le réadapter de telle manière à ce que ça soit pas dénué d'intérêt, que ce soit pas juste une Madeleine de Proust, mais bien plus que ça, pour que tu aies un jeu coopératif qui soit très solide en plus de ça, agrémenté de ce gadget, qui n'en est pas un finalement, parce qu'il fonctionne très bien, et qui permet d'apporter justement de l'immersion au jeu. Donc pour le coup, je trouve ça vraiment très réussi. Ok, cool. Et du coup, aujourd'hui, quel jeu que tu sors le plus, ou les jeux que tu sors le plus de ta ludothèque? Bah justement, tu vois, t'en parles là. Ce soir, je sors une vidéo où je parle des regrets, notamment du fait des jeux que je ne sors plus, alors que je les adore. Et donc les jeux que je sortirai le plus, ce sont finalement les jeux pour enfants. Ce sont ceux-là qui sortent le plus parce que mes enfants réclament et que j'empile plus de parties sur ces jeux-là. Notamment en ce moment, on joue beaucoup au Labyrinthe Magique, qui est vraiment excellent. Labyrinthe Magique, c'est quoi déjà ça? C'est un jeu sur lequel tu as un plateau, tu as une bille magnétique, tu as des petits magiciens qui vont au-dessus, et la bille elle vient se coller en dessous. Et en fait, tu mets des murs en bois. Ah oui, d'accord. Et tu dois pas faire tomber la bille, c'est ça quand tu. Ouais, c'est ça. Tu dois aller chercher des objets et en fait, les murs, tu les vois pas. Donc, si tu tapes sur un mur en bois, la bille elle tombe et tu recommences à zéro. Et ça, là-dessus, on cartonne. Enfin, ça cartonne à la maison. On y joue beaucoup. Donc, c'est vraiment les jeux enfants sur lesquels je vais le plus empiler de parties. Donc là, sur le Labyrinthe Magique, j'ai pu faire une 30aine de parties facilement. C'est beaucoup plus difficile sur les autres jeux, sur mes jeux entre guillemets, parce que ça va aussi avec le fait d'être créateur de contenu, c'est que je reçois pas mal de choses. Et tu dois tester beaucoup de choses, quoi. Ouais, je dois tester beaucoup de choses, et c'est l'un des regrets que j'ai depuis que j'ai commencé, c'est d'avoir mis certains jeux, enfin de voir certains jeux prendre de la poussière, alors que je prendrais énormément de plaisir à les ressortir. Tu vois, je peux parler de Tricarion. Très clairement, tu me demandes un Tricarion, je te le fais tous les jours, quoi. Mais c'est clair que comme je dois organiser des soirées pour pouvoir tester des jeux, eh bien, il y en a certains qui passent à côté comme ça. Donc, ouais, j'ai des regrets. De ce point de vue-là, j'ai des regrets. Après, sur les jeux, et là, en ce moment, quand je te l'ai dit, il y a Sankore qui sort souvent parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, celui-ci, il risque de ressortir. Il y a Daybreak aussi qui est récent, qui est ressorti plusieurs fois ces derniers temps. Et autour de ça, j'ai joué pas mal à Torgal aussi, l'adaptation de la BD. Et voilà. Ok. Et y a-t-il un jeu ou plusieurs jeux que t'attends vraiment, ou non, tu suis un peu ce qui arrive et... Je suis beaucoup ce qui arrive. Pour le coup, je suis pas quelqu'un qui suit énormément les nouveautés. Très clairement, je vais pas aller chercher ce qui sort outre-Manche, par exemple, pour voir ce qui risque d'arriver chez nous. Je suis pas assidu comme ça. Très clairement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Enfin, pas que ça m'intéresse, mais je vais pas avoir la démarche, en tout cas, d'aller chercher. Par contre, oui, il y a des choses que j'attends, notamment chez Lucky Duck, il y a Andromeda's Edge qui va sortir là au mois de mars, je crois, qui est un peu une réadaptation justement de Dwellings of Eldervale, qui est un jeu que j'attends vraiment de pied ferme pour le coup. Et ensuite, j'ai quelques Kickstarter qui vont arriver. Notamment, je vais recevoir le Kickstarter d'ISS Vanguard. Donc ça, j'ai déjà pu le tester en version boutique. Donc je vais recevoir le Kickstarter. Et là, globalement, pour l'année prochaine, il y a certainement d'autres que je vais oublier, mais j'ai pas. Et puis si j'ai Revenant que j'ai pledgé chez MM Clash. Voilà, ça, ce sont des jeux que j'attends dans l'année, mais voilà, je suis pas impatient. Je suis pas quelqu'un d'impatient de toute façon. Oui, donc, quand ça arrive quoi. Voilà, ça arrive quand ça arrive, exactement. Ok, cool. Bah, on va arriver du coup dans la dernière partie qui est un peu le petit jeu du podcast. Du coup, je repitch un peu l'histoire. Donc, t'arrives sur une île déserte, tu dois prendre 5 jeux, pas un de plus. Sur cette île déserte, c'est un peu, je sais pas si t'as déjà vu Lost. Du coup, ils sont seuls, mais il y a d'autres tout seuls de l'autre côté de l'île, donc ils peuvent se rencontrer. C'est-à-dire que si tu peux partir du jeu solo au jeu à 10 joueurs, tu choisis vraiment les jeux que tu veux, mais tu peux en prendre que 5. Ok, bah... Après, ça dépend forcément de la population de joueurs. Mettons qu'ils jouent un peu à tout. Déjà, j'emmènerais encore une fois Time Bomb, parce que pour le coup, déjà, ça te permettrait de savoir qui ment sur l'île, tu vois. Savoir qui ment bien sur l'île, pour savoir si tu vas te faire avoir un petit peu. Ça permet un peu de délier les langues. Alors quoi, un Time Bomb, parce que j'aime bien les jeux à rôle caché aussi. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après, peut-être, s'il y a des enfants, très clairement, je ramènerai un Labyrinthe Magique parce que ça marche vraiment merveilleusement bien. Si on joue avec des joueurs qui sont un peu plus chevronnés, je regarde, mais j'emmènerais bien, tu sais, un Darwin's Journey. Darwin's Journey que j'avais trouvé vraiment exceptionnel l'année dernière. Pour jouer avec des histoires narratives très cool, il y a Earthbound Rangers, qui est un jeu qui
Il a fait son petit buzz sur un moment, pendant un moment, mais après il est tombé un petit peu dans l'oubli. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment une histoire un peu feel good sur la renaissance de la planète, etc. Je trouve ça vraiment chouette et très beau en plus de ça. Et après, si on doit un peu se chamailler, Wonderland's War, qui je trouve est vraiment très bien en termes de backbuilding, un peu long, mais qui pour le coup a une vraie thématique très cool et en plus de ça a une vraie mécanique de tension qui je trouve excellente. Ok, bon bah très cool. En tout cas merci pour ça. J'espère que t'as apprécié et du coup peut-être on se rencontrera quelque part, je sais pas, ou sur une table de jeu, qui sait. Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation, c'était très chouette.